Une observation d'abord. La privatisation des tâches dévolues à l'armée, même si elle a été amorcée alors que Bill Clinton était installé à la Maison-Blanche, a connu un extraordinaire développement quand George Bush Jr. lui a succédé. Ouais, Bush et son équipe de néoconservateurs. Hein. Dont certains, comme le vice-président Dick Cheney, étaient personnellement intéressés par cette évolution en raison de leur lien avec les entreprises du secteur. Et certains hommes politiques, enfin surtout dans le camp démocrate bien sûr, ont pris conscience du danger. En 2008, au cours de sa campagne électorale pour les primaires, Hillary Clinton, par exemple, a dénoncé cette privatisation progressive de l'armée. Et elle a plaidé pour qu'il y soit mis fin. Oui, mais aujourd'hui, elle est secrétaire d'État et donc l'un des personnages les plus puissants des États-Unis. Alors, a-t-elle agi en ce sens? Non, pas vraiment. Elle a même accepté, lors de ses déplacements en Afghanistan, d'être protégée par des membres de ces sociétés militaires privées qu'elle accablait quelques mois plus tôt. Ouais, les SMP. Hein. Oui, mais à sa décharge, il faut dire que tout retour en arrière semble pour l'instant impossible. Au moins tant que Washington est impliqué dans la guerre contre les talibans. Alors, pour quelle raison? L'armée américaine est maintenant étroitement dépendante de ces entreprises de mercenariat. C'est devenu si réel que certains observateurs ont parlé d'addiction, comme pour les consommateurs de drogue. Alors les Américains ne pourraient plus se passer de ces SMP. Non, parce qu'en matière de transport, d'approvisionnement et même de sécurisation de ses propres installations, l'armée se trouve désormais entièrement dans les mains de ses privés. Alors impossible par conséquent de se séparer de ces SMP. Ne serait-ce, et c'est l'un des pièges de la privatisation, que parce que l'existence même de ces supplétifs permet de faire l'économie de l'envoi de troupes supplémentaires. Mais je reviendrai sur les prétendus avantages de cette dévolution des tâches militaires à des privés. Au cours de notre premier entretien, je vous ai parlé du massacre de la place Nissour à Bagdad en 2007. Une bavure criminelle. 17 civils irakiens assassinés de façon purement gratuite. Mais une bavure qui a contribué à mettre en lumière les activités de l'une des plus grandes armées privées du monde, Blackwater. Aussi, pour commencer ce deuxième volet, je vous propose de revenir sur l'histoire de cette SMP. Ouais, SMP, rappelons-le encore une fois, c'est une société militaire privée. C'est ça. Le créateur de Blackwater est un certain Eric Prince, 41 ans aujourd'hui. C'est l'héritier archimillionnaire d'un industriel spécialisé dans la sous-traitance automobile. La famille appartient au cercle fondamentaliste chrétien, et presque naturellement, elle est très proche des milieux républicains les plus conservateurs. Ouais. Et ça a marqué Prince? Incontestablement, même si maintenant Prince s'est converti au catholicisme. Il s'est toujours considéré comme une sorte de croisé. Et donc prêt à porter le glaive là, contre le terrorisme et l'islam. C'est certain. En 1992, le jeune homme s'engage dans les forces spéciales de la marine américaine. Une passion pour Eric. C'est un fanamini, comme on disait autrefois chez nous. Ouais, il est envoyé en Haïti, au Moyen-Orient, en Bosnie. Mais en 1996, il apprend la mort de son père et doit renoncer à sa carrière militaire. Pourquoi il lui succède? Mais la sous-traitance automobile ne l'intéresse pas vraiment. Il ne tarde pas à vendre l'entreprise familiale pour plus d'1 milliard de dollars quand même. Ça permet de voir venir, ça. Mais Prince n'a pas l'intention de vivre de ses rentes. Et il commence par acheter un vaste terrain en Caroline du Nord. Un endroit que les autochtones appellent le Grand Marécage Lugubre. Ça, c'est pas très engageant. Certes. En tout cas, l'ancien soldat d'élite s'inspire de la couleur de ses eaux pour baptiser sa première société. Oui, Blackwater. L'eau noire. Ce qui est certain, c'est que ce territoire a l'avantage d'être très isolé. Et c'est l'idéal pour ce que Prince compte y faire. Mais quoi exactement? Un terrain d'entraînement. Mais pour qui? Pour les forces de police, par exemple, ou pour des milices privées. Et il ne faut pas vous étonner, aux États-Unis, où l'on cultive une passion démesurée pour les armes à feu, il existe de nombreux groupuscules qui se livrent à des séances de tir ou d'entraînement physique, pour le cas où les rouges prendraient le pouvoir. Ça, c'est aujourd'hui un peu caricatural. Non, ces mouvements conspirationnistes sont surtout très hostiles au gouvernement fédéral, accusé de vouloir tout diriger et de se mêler de tout. Un gouvernement liberticide pour tous ces croisés de l'extrême droite contre lequel il faut pouvoir résister, y compris par les armes. Bon voilà, je m'éloigne un peu. Prince dispose donc de ce vaste terrain où l'on simule, par exemple, des combats de rue ou de guerres contre-révolutionnaires. Cependant, ça reste un peu folklorique. En tout cas, jusqu'au 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui va changer alors? À cette époque, Prince et son camp d'entraînement
ont déjà acquis une petite réputation parmi les responsables des forces de l'ordre ou même certains officiers des forces spéciales. Aussi, dans le contexte de l'après 11 septembre, où la Maison-Blanche ne cache pas son désir d'en découdre avec les talibans, puis avec Saddam Hussein, c'est presque naturellement qu'Eric Prince est approché. Ouais, parce qu'on va avoir besoin de gens comme lui. Qui sont à la fois des organisateurs, des meneurs d'hommes et des formateurs de gros bras. Et pour lui, ça va aller très vite, d'autant qu'il a déjà des contacts. Et d'abord avec la Navy, où il a servi pendant 3 ans. Après l'attentat d'Al-Qaïda contre l'USS Cole, au large de Yémen, en 2000, la marine américaine lui a demandé d'entraîner des hommes à repousser une attaque surprise. Alors, vous dites qu'il est approché après le 11 septembre. Par la CIA, oui. À moins qu'il n'ait pris lui-même l'initiative. Bon, au fond, peu importe. L'essentiel est qu'il a été très tôt en contact avec la centrale de l'Anglais. Et qu'à la suite de cette rencontre, il est monté Blackwater, son entreprise de mercenariat. Il se pourrait donc que ce soit la CIA qui lui ait demandé de créer Blackwater. Alors c'est très possible. Et tenez, j'irai même plus loin. Bien qu'il s'en soit toujours défendu, je suis à peu près certain que Prince est affilié à la CIA. Un agent? Ou un contractuel. Mais aujourd'hui, où il existe des liens quasi incestueux entre les organismes officiels et les SMP, c'est presque la même chose. Et quand Prince signe-t-il ses premiers contrats importants? Dès 2002. L'armée américaine est alors engagée en Afghanistan afin de démanteler Al-Qaïda et chasser les talibans. Ouais. L'opération de l'OTAN appelée Enduring Freedom, je crois. Et l'administration confie à Blackwater la tâche de protéger le QG de la CIA à Kaboul. Un beau contrat de 5 millions de dollars. Ce qui prouve en effet que Prince entretient des liens très étroits avec la centrale américaine. Mais ça n'est qu'un début, parce que Prince va également s'intéresser à l'Irak, dès que les armées de la coalition auront envahi le pays. Et là encore, il remporte un très beau contrat. La protection du premier proconsul américain là-bas, Paul Bremer. Ouais. Et c'est l'homme qui a signé là, le fameux ordre 17 accordant une impunité totale aux mercenaires des SMP américains. Oui, et c'est le directeur exécutif de la CIA qui a permis à Prince d'emporter ce dernier et prestigieux contrat. En tout cas, et malgré la malheureuse affaire de Fallujah, où 4 de ses employés sont massacrés par la foule en 2004, l'avenir sourit à Prince. Blackwater se voit confier d'autres missions de protection et le ravitaillement des postes avancés de l'armée américaine. Ouais, l'entreprise croît alors en nombre. Évidemment, elle engage de plus en plus de mercenaires et s'équipe en matériel très coûteux, des gros 4x4 blindés, hélicoptères, avions. L'entreprise, qui multipliera ses terrains d'entraînement, fera même l'acquisition de drones. En même temps, bien sûr, les contractuels de Blackwater sont lourdement armés. Et c'est aussi le temps des bavures. Oui, car il n'y a pas que le massacre de la place Nissou. Il vous faut savoir que la SMP sera impliquée dans plus de 195 accrochages. Avec des terroristes? Ou de civils considérés comme tels. Oui. Les gens de Blackwater ont la réputation d'avoir la gâchette facile et de tirer au moindre mouvement jugé suspect. Et dans 80% de ces incidents, ce sont les mercenaires qui ont ouvert le feu les premiers. D'ailleurs, les Rambo ne s'occupent pas seulement de logistique. Dans au moins une occasion à Najaf, ils ont participé aux côtés des soldats américains aux violents combats contre les partisans de l'imam chiite Moqtada al-Sadr. On verra même, ce qui est inouï, des hommes de Blackwater donner des ordres aux soldats. Ouais. Ça, c'est effectivement assez extraordinaire. Alors, l'entreprise de Prince semble donc se situer bien au-dessus des lois. Oui, mais ça ne pouvait pas durer trop longtemps, car il était évident que la présence de ces paramilitaires surarmés braquait de plus en plus la population irakienne. Leur mépris, leur arrogance... Et même leur agressivité. Un de vos confrères américains a ainsi pu écrire que lors de leur déplacement, ces types se servaient de leurs armes comme d'un klaxon. Et les conséquences ont été désastreuses et contre-productives, car elles ont puissamment contribué à nourrir l'hostilité des Irakiens à l'encontre des forces d'occupation. Des forces qui étaient entrées en Irak pour en principe apporter la liberté. Et la population, c'est évident, ne fait aucune différence entre les mercenaires et les soldats réguliers. Et ce sera bientôt le cas aussi en Afghanistan. Toutefois, il faudra quand même attendre 2009 pour que le gouvernement de Bagdad refuse de prolonger la licence de Blackwater
et que la société soit placée sur la liste noire de l'administration américaine. Et tenez, on a même appris l'été dernier que Prince avait déménagé avec entreprise, femmes et enfants à Abu Dhabi. Rendez-vous avec X. Eric Prince, qui est aussi un homme de communication, a réagi à sa manière dès que Blackwater a vu son image ternir. Et selon Jeremy Scale, auteur d'un ouvrage consacré à cette armée privée, il a commencé par changer de logo. L'image de son logo se voulait plus apaisante. Hier, une patte d'ours dans la ligne de mire d'un tireur d'élite. Aujourd'hui, une griffe d'ours stylisée en 2 demi-sphères, une sorte de contour de mappemonde évoquant vaguement le logo des Nations Unies. Son site internet remanié fanfaronnait sur la vision d'une société guidée par l'intégrité, l'innovation et le désir d'un monde plus sûr. Leurs contractuels y étaient présentés comme des professionnels de la stabilisation mondiale. Prince accorda une série d'entretiens dont beaucoup furent menés par des journalistes non spécialisés, flagorneurs et dépourvus de tout sens critique. Il leur présenta sa propre version de la compagnie, celle d'une extension patriotique de l'armée. Le 1er décembre 2007, on put assister à l'un des épisodes les plus étranges de cette frénétique campagne de communication. Des parachutistes de Blackwater, avec drapeaux et parachutes aux couleurs de l'entreprise, atterrirent non pas à Bagdad ou à Kaboul, mais sur le stade Qualcomm de San Diego pendant la mi-temps du match de football américain opposant l'État de San Diego à la Brigham Young University.